Même quand nous dormons, nous veillons l'un sur l'autre. C'est cet amour plus lourd que le fruit mûr d'un lac, sans rire et sans pleurer, dure toujours, un jour après un jour, une nuit après nous. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame, Messieurs les secrétaires, Mesdames, Messieurs, dans ce très court poème d'amour, Paul Éluard s'adresse à sa compagne, qu'il aima pendant 17 ans et qui mourut brutalement un jour de 1946. Il dit le soin qu'il se portait, ce soin propre à l'amour, à toutes les formes d'amour. Les parents aiment leurs enfants et ils en prennent soin. Et quand ils vieillissent, c'est aux enfants de prendre soin d'eux. De soigner, on devient alors soignant ou aidant, selon le vocable désormais officiel. Voilà la situation de notre affaire. Une vie passée à aider, assister, cajoler, entourer seule une mère dépendante. Et ce, sans jamais réclamer le moindre sou. Mais lorsque la grande faucheuse passe et que l'heure du partage sonne, la fratrie se dispute l'héritage. L'occupation des biens est épiée, les heures passées sont décomptées. Alors, dans ce nœud de vipère, la fille serviable réclame une indemnité pour les sacrifices consentis. Mais aux yeux de ses cohéritiers, c'est trop tard. Le temps a passé et la demande est prescrite. Pour les premiers juges et la cour d'appel, il était encore temps. Et moyennant quelques ajustements numériques, la demande est accueillie. Les cohéritiers se pourvoient alors en cassation et vous soumettent la question suivante. La créance résultant de l'aide et de l'assistance apportée par un enfant à ses parents qui excède les exigences de la piété filiale est-elle immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires en sorte que la prescription de l'action qui tend à son paiement peut courir du vivant de ces derniers? Avec le temps, va tout s'en va, chantait le poète. Et cela vaut pour l'amour comme pour les créances. Or, en définitive, c'est bien de cela qu'il va falloir décider aujourd'hui. Qui le droit doit-il protéger? La créance ou l'amour? La prestation ou la relation? La prestation en premier lieu, la relation en second lieu. La prestation en premier lieu. Pensée comme une prestation, la créance d'aide et d'assistance a pour objet de qualifier le temps passé et son régime de prescription permet ensuite de l'encadrer. Le temps passé d'abord, le temps encadré ensuite. Le temps passé d'abord. Exode, 4e commandement, article 371, devoir moral, obligation naturelle, piété filiale, contre-don, variation d'une règle universelle. Lorsqu'on reçoit le don de la vie, on est éternellement en dette. L'enfant est un débiteur éternel envers ses parents, car le don de vie appelle le contre-don infini. Dans cette optique, les heures passées au nom de la piété ne peuvent être répétées, l'enfant ne sera jamais quitte. Et pourtant, le droit fixe une limite. Depuis le 12 juillet 1994, non seulement la piété filiale a une limite, mais son dépassement ouvre droit à une indemnité. Depuis ce jour, vous jugez que le devoir moral n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents. Depuis ce jour, vous utilisez l'enrichissement sans cause pour distinguer entre la cause juridique et la cause morale. Et vous jugez qu'une fois dépassé le seuil de la piété, le devoir moral n'exige pas des enfants qu'ils s'appauvrissent au détriment d'autrui. Ce faisant, vous ne combattez pas les valeurs des enfants. Au contraire, vous leur donnez de la valeur. Le don de soi n'est ainsi pas toujours vain. Pensez à ce coéquipier modèle, celui que les Anglais appellent le domestique, qui part en échappée matinale et qui miraculeusement passe la ligne d'arrivée en premier. Le temps passé seul à l'avant n'est pas un temps perdu. Le temps passé auprès de ses parents n'en est pas un non plus. Si l'article 371 du Code civil oblige l'enfant à honorer ses parents à tout âge, 1000 dispositions et 1000 soins plus loin, l'article 1371 offre à l'enfant une récompense. De débiteur éternel, l'enfant devient ainsi créancier potentiel.
Car après la piété vient l'équité, laquelle commande l'indemnité. Le temps passé après la piété est une prestation qui peut être rémunérée. Une fois qualifié le temps passé, vient le temps de l'encadrer. Le temps encadré ensuite. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et c'est spécialement vrai s'agissant de la prescription. Alors, pour déterminer le point de départ, le calendrier reste encore le meilleur outil. Et ce n'est pas un hasard, puisque le mot calendrier vient du latin calendarium, qui signifie le registre des dettes. Cependant, comme le rappelait Flaubert, chacun de nous a dans le cœur un calendrier particulier. Il y a des minutes qui sont des années, des jours qui marquent comme des siècles. Il n'est pas certain que le droit puisse se permettre une telle subjectivité. Il doit au contraire fixer une fois pour toutes le point de départ. Deux voies s'ouvrent alors. Suivant la première, la prescription de la créance court à compter du jour de la prestation. C'est le choix du droit commun, celui qui s'applique dans l'hypothèse d'un enrichissement injustifié. Une fois la piété dépassée, la créance naît dès la prestation réalisée. Le point de départ se trouve donc dans la prestation. Suivant la seconde, la créance d'aide et d'assistance, étant fondée sur une relation filiale, il faudrait attendre la fin de cette relation pour que démarre la prescription. La créance ne se réclame donc qu'à la mort du parent. C'est le régime de la créance de salaire différé qui a initialement inspiré la créance d'aide et d'assistance. Ce régime repose sur le principe d'équité et sur l'exigence que tout travail mérite salaire, et il vise à reconnaître a posteriori l'existence d'un véritable travail organisé, continu, professionnel. Mais vous avez récemment affirmé la différence de régime existant entre la créance de salaire différé et l'enrichissement sans cause. Lorsque la bru, dévouée à l'exploitation agricole de son beau-père, ne peut prétendre au salaire différé, son recours ne peut alors se faire que sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Et sur ce fondement, point de différé. En effet, l'enrichissement sans cause est une créance de droit commun et en tant que telle répond au régime de prescription de droit commun. Partant, si la créance d'aide et d'assistance repose bien sur l'enrichissement injustifié, c'est alors à son régime et à lui seul qu'il faut se référer. Le point de départ ne peut être trouvé que dans le jour où l'enfant a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, c'est-à-dire à compter de la prestation dépassant les exigences de la piété filiale. Mais confronté à la réalité des rapports dont il est question de trancher le sort, la solution interroge, car au-delà de la prestation, il faut envisager la relation. La relation en second lieu. Appréhender la relation par-delà la prestation, c'est questionner le temps compté et apprécier le temps retrouvé. Le temps compté d'abord, le temps retrouvé ensuite. Le temps compté d'abord. Pour pouvoir agir, dès les lueurs du dépassement de la piété filiale, encore faut-il se savoir créancier. À partir de quand court la prescription? À quel instant précis bascule-t-on de la piété filiale à l'enrichissement sans cause? À la 100e nuit passée au chevet? Au 1000e repas servi? À la 1000e chemise pliée? Se réveille-t-on un matin avec le sentiment du devoir accompli ou se couche-t-on un soir, conscient que la coupe est pleine? Est-ce une question de jour, un anniversaire? Un 8 novembre à 16h48, jour où les femmes travaillent gratuitement, ou un 19 avril, jour du dépassement des ressources naturelles? Est-ce plutôt une question d'heures, à l'image des heures supplémentaires? Auquel cas, faut-il exiger du parent qu'il organise le décompte des heures et de l'enfant aidant qu'il note dans un petit carnet chaque course, chaque repas, chaque caresse, chaque heure passée? Alors qu'il s'agit d'un moment évanescent, on exigerait de l'enfant qu'il le détermine à l'instant précis où il l'accomplit, qu'il cesse d'être simplement aidant pour devenir comptable, qu'il cesse d'être dans l'amour pour entrer dans le contentieux. Car le bon créancier est celui qui réclame son dû, qui interrompt la prescription. Faut-il alors dresser ensemble chaque dimanche soir l'inventaire des prestations filiales et obtenir sur un coin de la table une reconnaissance de dette? Ou envoyer, une fois par an, entre les vœux de santé et ceux de prospérité, une mise en demeure pour l'année passée? Et si les comptes ne sont pas bons? Si les heures passées 19 heures ne compensent pas les 9 mois de grossesse, l'enfantement dans la douleur, les nuits écourtées et entrecoupées, la fatigue accumulée, l'argent dépassé et l'inquiétude constamment renouvelée?
que dans la vieillesse ennemie, les parents refusent de voir en un jour flétrir tant de lauriers. Il ne restera alors plus que le recours au juge, la délivrance par l'assignation. Mais voir les choses ainsi, c'est oublier la relation dont il est question. C'est oublier que lorsque l'on aime, on ne compte pas. C'est oublier qu'au-delà de la piété, c'est par amour que l'enfant aide et qu'il assiste. C'est faire passer le droit avant l'affection, le quasi-contrat avant la relation. À vouloir compter, on abîme, à vouloir solder, on brise. Le temps retrouvé enfin. Exiger la dette, c'est prendre le risque de mettre fin à la relation. C'est prendre le risque de couper ce lien qui, pour n'être plus ombilical, est obligationnel. Quand on ne doit plus rien, on ne partage plus rien. Or, en famille, on ne devrait pas solder les comptes. Le solde de tout compte vaut pour le travail salarié. Quant au travail domestique, c'est dans la prestation compensatoire qu'il trouve son purgatoire. D'ailleurs, si la prestation compensatoire ne se règle plus sous la forme d'une rente, mais sous celle d'un capital, c'est précisément pour que les relations cessent. Alors, exiger de l'enfant qu'il solde les comptes avec ses parents de leur vivant, c'est l'obliger à sortir de la famille. Plus encore, faire courir la prescription, c'est le priver d'un recours effectif pour la seule raison que ne pouvant pas ou ne voulant pas sortir des liens familiaux, il était dans l'impossibilité d'agir. C'est finalement le priver de la créance accordée. Vous constaterez donc l'impossibilité d'agir. Vous suspendrez le vol du temps. Et pour cela, il n'est pas question de signer un pacte faustien, mais seulement d'emprunter les voies du droit, car le droit sait, depuis toujours, suspendre le vol du temps. Pour les mineurs, pour les couples mariés ou pacsés, pour les héritiers acceptant à concurrence de l'actif net, le Code civil arrête le temps. Pour tenir compte des liens qui obligent et qui empêchent. Et de façon plus majestueuse encore, l'article 2234 prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir. Il vous est donc demandé de juger que l'enfant est dans l'impossibilité d'agir en paiement de sa créance d'aide et d'assistance du vivant de ses parents, et que ce n'est que lorsque le décujus lève les voiles que l'enfant retrouve ses capacités d'agir. La mort transmet ainsi la créance du défunt à ses héritiers, faisant de la dette de vie une dette successorale. Et si vous hésitez sur ce fondement, en voici un second, l'obligation naturelle. Vous pourriez considérer que la mort transforme l'obligation naturelle en une obligation civile. Naturelle pendant la vie, puisque relevant de l'acte d'amour, l'obligation d'honorer et de respecter ses parents trouve son pendant civil à la mort, faisant naître la créance d'aide et d'assistance. La créance est alors une charge successorale qui, proche du phénix, naît dans les cendres. Dans un cas comme dans l'autre, la créance touche ses véritables débiteurs. Car si la vieillesse est un naufrage, c'est qu'elle est avant tout une charge qui doit être assumée. La créance n'existe que parce que tous les héritiers n'ont pas pris leur part et que l'un d'eux, ou plutôt l'une, s'est sacrifié pour épargner les autres. L'enrichissement n'est pas celui des parents, mais celui d'une succession qui s'est trouvée allégée du poids de la dépendance par le dévouement d'un seul. Ce que l'on indemnise, ce n'est pas le geste d'amour, mais les années passées de soins, de présence, d'aide matérielle que les autres n'ont pas assurées. Raison pour laquelle l'enfant unique n'agirait pas sur le fondement de l'enrichissement injustifié, car il sait que son dévouement sera rétribué par l'entière succession. C'est donc bien entre héritiers que les comptes doivent être soldés. C'est la seule manière de garantir l'équité. Quittons un instant le quai de l'horloge pour rejoindre de l'autre côté de la Seine le quartier de l'horloge, où toutes les heures, le défenseur du temps, juché sur un rocher, muni d'un glaive et d'un bouclier, se bat contre un oiseau, un dragon et un crabe. Chaque heure, cet automate défend le temps contre les attaques du ciel, de la terre et de la mer. À son image, faites-vous les défenseurs du temps. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame, Messieurs les secrétaires, Mesdames, Messieurs, je suis donc Roger.